Imaginez un instant, on se réveille en pleine nuit dans une maison qu'on ne connaît absolument pas. Noir total. On tâtonne, on cherche désespérément un interrupteur. Et là, clic, une petite lumière s'allume. Cette lumière, c'est notre conscience. Mais attention, voici le piège, elle n'éclaire qu'un tout petit coin du salon. Et très vite, on se persuade que ce petit cercle lumineux, c'est toute la maison. Grosse erreur, parce que juste derrière, dans l'ombre, il y a des dizaines de pièces qui vivent, qui respirent et qui s'activent de manière totalement autonome. Du coup, la question fondamentale qui se pose pour notre exploration d'aujourd'hui, c'est est-ce que ce minuscule faisceau de lumière, ce truc qu'on appelle notre moi conscient, a vraiment le contrôle sur les immenses pièces invisibles de notre organisme ? Pendant des siècles, on a voulu croire que oui, on a cru que notre esprit bavard était le boss absolu. Mais la réalité, qu'elle soit scientifique ou philosophique, nous raconte une histoire bien différente et honnêtement beaucoup plus vertigineuse. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le contraste est juste hallucinant. D'un côté, on a cette petite lampe de poche qui correspond à notre pensée active. Et de l'autre, le reste de la maison. Cette immense bâtisse organique qui agit dans l'ombre, qui régule la respiration, le métabolisme, et qui s'adapte en temps réel, sans jamais, au grand jamais, demander la moindre permission à l'intellect. Alors comment a-t-on pu se tromper à ce point ? Pour comprendre, il faut remonter un peu aux sources. Chapitre 1. Le mythe du cerveau. Je pense, donc je suis. On la connaît tous, cette fameuse phrase de René Descartes, n'est-ce pas ? Elle illustre parfaitement le cœur de l'illusion. Avec cette simple idée, Descartes et Platon, bien avant lui d'ailleurs, ont mis l'intellect sur un piédestal. Ils nous ont mis dans le crâne que le cerveau était une sorte de tour d'ivoire abritant un esprit supérieur. Et la forme physique dans tout ça ? Perçue comme un banal outil, ou pire, comme le tombeau de l'âme, attendant sagement les ordres du grand chef. Mais aujourd'hui, la science opère un virage à 180 degrés. Ce qui nous amène au chapitre 2. Les coulisses de la conscience. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut déplacer notre regard de la lumière vers l'ombre. Le neurologue Lionel Nakache utilise une métaphore géniale pour ça, le théâtre. Notre pensée consciente, c'est juste l'acteur sous le projecteur. Mais l'inconscient cognitif, c'est toute l'équipe technique dans les coulisses. Ce sont eux qui changent les décors, gèrent le son, l'aération. Tenez, un exemple tout bête. Un verre glisse de la table. Bam, notre main se tend et le rattrape instinctivement. Notre cerveau n'a même pas eu le temps de capter la chute que notre chair savait déjà quoi faire. Et tenez-vous bien, parce que ça va encore plus loin. La science commence à peine à effleurer l'autonomie incroyable de notre biologie. Prenez la thanatotranscriptomique. Oui, le mot est compliqué, mais le concept est fou. Des études récentes montrent que même après la mort clinique, certains gènes continuent de s'activer. Ils s'expriment, ils dansent littéralement de manière autonome pendant des heures. C'est la preuve irréfutable que notre organisme possède une intelligence brute, totalement ancrée dans la matière, et qui se moque complètement de nos petites théories intellectuelles. Chapitre 3. L'erreur de René Descartes. Alors, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le travail du neuroscientifique Antonio Damasio. Il a littéralement pulvérisé l'idée de l'esprit rationnel, froid et purement logique. Imaginez qu'on vous déconnecte de vos sensations physiques, ce qu'il appelle les marqueurs somatiques. Vous seriez incapable de prendre la moindre décision. Imaginez-vous au restaurant sans aucun signal de faim, d'envie ou de dégoût. Votre cerveau logique tournerait en boucle. Il passerait des heures à calculer le ratio de protéines et de calories sans jamais pouvoir choisir un plat. C'est le corps dans les tripes qui tranche. La pensée rationnelle, ce n'est finalement que l'écume sur un immense océan sensoriel. Chapitre 4. Le cerveau comme simple filtre. Là, on aborde une hypothèse complètement renversante de l'écrivain Aldous Huxley. Et si notre cerveau n'était absolument pas l'usine qui fabrique notre conscience, mais plutôt un bouclier, une vanne de réduction ? La réalité absolue, c'est un torrent gigantesque, un chaos de stimuli. Si on recevait tout en même temps, les ondes radio, les micro-vibrations du sol, les spectres infrarouges, les pensées environnantes, la folie serait instantanée. Le cerveau agit donc comme des lunettes de soleil psychique. Il filtre presque tout pour ne laisser passer qu'un infime filet d'informations, juste ce qu'il faut pour notre survie basique. Ce fameux moi, en fait, c'est juste une voix enfermée dans une cage dorée de perception limitée. Bien sûr, cette cage est indispensable au quotidien. Mais ça soulève inévitablement une question vertigineuse. Que se passe-t-il exactement quand on arrive à entrouvrir les barreaux ? Quand on arrive à faire taire ce commentateur intérieur pour laisser entrer l'immensité de la réalité ? Chapitre 5. L'illusion de l'IA. Pour bien saisir l'importance de ce filtre, faisons un petit saut dans notre époque moderne. Yann LeCun, l'un des pères de l'intelligence artificielle, nous donne un avertissement crucial. Et ça illustre brillamment la différence fondamentale entre une simulation et la vie authentique. D'un côté, on a des logiciels comme GTT. C'est impressionnant, mais c'est comme une immense bibliothèque. Ça brasse des mots à une vitesse folle, mais ça vit dans le vide. Sans friction, sans gravité et sans aucune peur de la mort. Une intelligence incarnée, en revanche, ça sent la chaleur brûlante du soleil, ça explore, ça tombe, ça se blesse, ça survit. Une intelligence sans chair restera toujours un simple dictionnaire, totalement vide de la moindre expérience réelle. Ce qui nous mène au chapitre 6, le retour au corps.
Alors, comment on fait pour se reconnecter à cette intelligence brute que notre excès de pensée essaie d'étouffer? Carl Jung disait qu'il fallait faire tomber notre persona, notre petit masque social bien lisse, pour renouer avec notre ombre instinctive. L'un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow. Vous savez, cet état de grâce absolue. Imaginez-vous en train de surfer ou de jouer d'un instrument avec intensité. On est tellement absorbé que l'ego se dissout. Le petit bavardage intérieur se tait. À cet instant précis, notre forme physique n'est plus un boulet à traîner, elle devient un pur canal, un portail. Le grand paradoxe humain, il est là. Pour exister pleinement, il faut d'abord cesser de se penser. Comme le disait si bien le philosophe Alfred Korzybski, la carte n'est pas le territoire. On passe un temps fou à confondre nos théories intellectuelles, qui sont comme des petites cartes gribouillées, avec la vraie réalité. Mais notre organisme vivant, lui, c'est le territoire. Il est vaste, sauvage, vibrant et infiniment plus complexe que tout ce que notre logique pourra jamais espérer cartographier. Comprendre ça, très sincèrement, c'est accéder à un soulagement immense. Notre corps n'est pas une banale machine, c'est un seuil magique. C'est l'interface exacte où la matière inerte se transforme en esprit, où le souffle du vent à l'extérieur devient une pure émotion à l'intérieur. Quand on accepte enfin que notre intellect de contrôle n'est qu'un invité dans cette immense demeure biologique, on relâche une pression incalculable. Et pour clôturer cette analyse, je vous lance un défi fascinant. Lors de votre prochaine balade en forêt, essayez de couper le filtre. Ne pensez pas à la réunion de demain, n'essayez même pas d'étiqueter les arbres que vous croisez. Contentez-vous d'exister. Sentez le craquement des feuilles, l'air frais, la gravité sous vos pieds. À cet instant précis, en éteignant la petite lampe de poche de l'intellect anxieux, on n'est plus un observateur isolé. On devient la nature elle-même, qui prend conscience d'elle-même à travers nous. Et c'est là, dans ce silence profond, que commence véritablement l'expérience d'être humain. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une nouvelle exploration.